Vous êtes de retour à l'émission À l'affiche. On est en direct jusqu'à 11h30 et on a de la compagnie en studio, Maître Julie Couture. Bonjour, Madame Couture. Bonjour. Vous êtes avocate criminaliste et également chroniqueuse au Journal de Montréal. Merci d'être avec nous aujourd'hui afin qu'on puisse bien expliquer certains dossiers à nos téléspectateurs, principalement en ce qui concerne l'alcool au volant. Andréane, tu peux peut-être poursuivre là, au sujet de ce qu'on va aborder avec Madame Couture aujourd'hui. Oui, parce qu'on a préparé en fait 3 scénarios assez différents pour lesquels les accusations peuvent être différentes. On veut démystifier, démêler un peu tout ça. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Premier scénario, naturellement, c'était celui de l'alcool au volant. Une personne qui va être interceptée par des policiers et qui, par exemple, va refuser de souffler dans l'alcotest. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Vous parlez, référence à la cause que j'avais commentée dans le Journal de Montréal au niveau de Mario Tremblay, oui. qui a été accusé de refuser de souffler dans l'ivressomètre. On peut refuser, mais si on refuse, on est accusé de refuser de souffler dans l'ivressomètre. Alors, c'est très important de souffler dans l'appareil quand le policier nous donne l'ordre de souffler. On doit effectivement obtempérer aux ordres donnés par le policier. Et quand on parle là, des conséquences de ça versus la conséquence de refuser de souffler ou la conséquence de souffler et finalement d'avoir un taux d'alcoolémie trop élevé dans le sang. La différence, c'est que quand on est accusé d'alcool au volant, on va avoir le chef de base là qu'on appelle conduire avec la capacité affaiblie par l'effet de l'alcool. Alors, c'est un premier chef. Et si on refuse, on fait face à une deuxième accusation qui est d'avoir refusé d'obtempérer à un ordre donné par le policier. Okay. Alors, c'est 2 infractions distinctes. Les conséquences sont qu'on fait face à une deuxième accusation supplémentaire. C'est un peu plate. Si on avait soufflé à ce moment-là, on aurait été accusé d'un autre chef qui est d'avoir conduit avec plus de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. Okay. Alors, si on refuse, on n'aura pas le taux d'alcoolémie et les gens vont penser que parce qu'on refuse de souffler dans l'ivressomètre, on n'aura pas le taux d'alcoolémie. Mais vous avez raison de le dire. Si les conséquences sont plus sérieuses, la Société de l'assurance automobile du Québec va suspendre le permis 3 ans. Alors, ils vont présumer que parce que vous avez refusé de souffler, votre taux d'alcoolémie pourrait être supérieur à 160 mg. Et okay. Quand on souffre plus que 160 mg d'alcool, c'est un facteur aggravant. Alors, à ce moment-là, les conséquences sont de la perte de permis pour 3 ans. C'est important de le dire parce que 3 ans de perte de permis de conduire, c'est plate quand on peut, à ce moment-là, le perdre simplement 1 année si jamais on était sous le 160 ou tout près du 80 mg. Ça peut avoir des conséquences au niveau de la sentence. OK. Il y a quelques années, on pouvait recevoir en cours le scénario de consommation. Ça veut dire que quelqu'un pouvait dire « Impossible que mon taux d'alcoolémie était ce chiffre-là. J'ai la preuve, j'ai consommé seulement 3 verres. » Tant de temps, on avait des chimistes, des experts. Maintenant, c'est plus recevable, ça, en cours. Ce n'est plus recevable depuis l'arrêt de la Cour suprême récente là, du mois de novembre là, 2012, où la Cour suprême a dit que pour se défendre d'une infraction d'alcool au volant, à ce moment-là, il faut démontrer le mauvais fonctionnement de l'appareil, ce qui est difficile en soi puisqu'on n'a pas accès à l'appareil. Alors, ce serait difficile de dire la personne accusée nous téléphone, on a toujours un service 24 heures sur 24 au niveau de leur donner leurs droits. Alors, la personne souffre et là, on saisit la machine, on fait des tests pour s'assurer du bon fonctionnement. On peut pas faire ça. Okay. Alors, on est dans un débat en ce moment. C'est pas terminé. On est dans un débat de divulgation de la preuve. Alors, qu'est-ce que la poursuite va nous divulguer comme preuve pour nous permettre de contester la validité, si on veut, là, de l'appareil en question. Alors, avant le changement législatif, la loi a été changée le 2 juillet 2008. Alors, avant le changement législatif, on pouvait, comme vous l'avez mentionné, de faire une défense des 2 bières, de dire, écoutez, moi, j'ai consommé 2-3 bières, je viens témoigner à la cour, au juge, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai consommé tel scénario de consommation. L'expert venait dire, si vous croyez, monsieur, à l'effet que son taux d'alcoolémie est inférieur à 80 mg, selon leur calcul chimiste, à ce moment-là, il y a un doute raisonnable, la personne était acquittée. Alors, il y avait beaucoup de contestations devant les tribunaux et le législateur, là, M. Harper notamment, a décidé de mettre fin à cette défense-là, en disant, écoutez, c'est pas crédible de venir dire 2-3 bières, est-ce que c'est vrai, la machine ne se trompe pas. On a dit non, on va contester cette loi-là en disant, écoutez, c'est quand même une machine. Et là, la Cour suprême nous a donné raison. La Cour suprême, parce que le législateur avait modifié en faisant un fardeau plus fort. Il faut le démontrer à la fois le mauvais fonctionnement et qu'on était sous la limite. Aujourd'hui, il faut vraiment démontrer le mauvais fonctionnement. Les gens n'ont plus à témoigner à la Cour pour venir dire, écoutez, je suis sous la barre du 80 mg. Simplement, démontrer le mauvais fonctionnement pour susciter un doute raisonnable. Et aujourd'hui, on sait qu'au Québec, il n'y a pas de registre d'entretien. Il y a des registres d'entretien, mais l'appareil ivressomètre, là, il y a quand même des défectuosités qu'on est en train de démontrer.
On va faire une courte pause, Madame Couture, mais on revient au retour avec vous parce qu'on a d'autres questions concernant l'alcool au volant, entre autres quand on décide de rester dans son véhicule, qu'on est en état d'ébriété, qu'on ne veut pas conduire, mais qu'on reste à l'intérieur du véhicule. Alors, on a quelques questions pour vous là-dessus. On revient dans quelques minutes. De retour à l'émission À l'affiche, on est toujours en compagnie de Maître Julie Couture qui nous parle aujourd'hui de l'alcool au volant, des cas d'ivresse illégale. Et donc, vous nous avez bien parlé avant la pause des gens qui se font intercepter soit lors d'un barrage ou qu'un policier décide de l'intercepter pour une conduite anormale et que là, bon, on dépasse la limite permise d'alcool. Il y a certaines personnes qui vont consommer de l'alcool, qui veulent être responsables, qui veulent pas conduire, mais qui décident de rester à l'intérieur de leur véhicule. À ce moment-là, qu'est-ce qui devient illégal? On a parlé de la conduite avec les facultés affaiblies. Conduire un véhicule, c'est en soi illégal. Refuser de souffler, il y a la garde des contrôles. Les gens vont penser, je reste dans mon véhicule, je suis en état d'ébriété, au moins je ne conduis pas, mais c'est une infraction au code criminel. D'avoir la garde et le contrôle d'un véhicule, c'est nos termes juridiques. D'être derrière le volant avec les clés dans l'ignition, ça constitue la même infraction. Alors qu'on soit derrière le volant, en état d'ébriété, ou qu'on est sur la route, c'est les deux, c'est criminel, c'est les mêmes conséquences possibles. Et il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent disant, bon, on est en état d'ébriété, on peut se reposer dans la voiture, mais laisser les clés, par exemple, sur la roue avant, dans le coffre, ne pas les mettre dans le contact. Ça revient au même, finalement. On peut pas être dans une voiture en état d'ébriété. On ne peut pas. Il y a des défenses possibles, à tout le moins. Heureusement. Ouais. J'ai déjà fait un procès. Mon client était côté passager. Alors, même sur le côté passager, en état d'ébriété, ça fonctionnait pas. Okay. Heureusement, on a gagné le procès, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas... Prenez pas de chance. Tolérance zéro lorsque vous devez prendre le véhicule. Mais si vous êtes à l'intérieur d'un véhicule, que vous vous en servez comme abri, vous n'avez pas le choix et que le véhicule où vous êtes en attente d'un taxi, la Cour suprême a dit récemment, dans l'arrêt Boudreau, que c'était possible d'être dans un véhicule. Okay. Mais il y a des critères à respecter. C'est quand même un petit peu plus complexe. Il y a des défenses possibles, mais ça ne veut pas nécessairement dire les gens continuent d'être accusés, mais viennent défendre au procès. Viens le dire que lorsque tu étais dans ton volant, tu attendais ton taxi. Parce que quand on est arrêté, les policiers, c'est toujours le mot d'ordre, gardez le silence, gardez le silence, gardez le silence. Alors la personne veut garder le silence, mais elle veut dire qu'elle attend le taxi. Alors c'est toujours préférable de garder le silence. Et là, plus tard au procès, frais de procès, c'est du stress. Il faut éviter de prendre le volant ou d'être dans un véhicule, en tout cas, quand il y a de l'alcool en jeu. Éviter ça à tout prix. Puis il y a d'autres options aussi. Là, on peut penser à, par exemple, si on n'est pas en mesure de conduire, ben il y a des options qui s'offrent à nous. C'est sûr qu'il y a nez rouge durant la période des fêtes, mais tout au long de l'année, il y a d'autres possibilités pour éviter de conduire avec les facultés affaiblies. Vous avez raison. 0.08 en est un. Je suggère des fois à mes clients, quand vous êtes un groupe, des fois des jeunes, louez-vous une limousine. À ce moment-là, partage de coûts. La limousine va aller vous chercher, va aller vous reconduire, surtout quand on habite loin. Des fois, un taxi, ça peut, par exemple, on part de Laval, on veut s'en aller à Longueuil, ça peut être coûteux de prendre un taxi. À ce moment-là, 0.08, une limousine, un conducteur désigné, c'est toujours des bonnes options. Et il y a toujours la possibilité d'avoir Cool Taxi. Les coupons Cool Taxi, oui. Les coupons Cool Taxi, effectivement. Le but, c'est toujours de se planifier finalement une alternative avant qu'il soit trop tard, avant d'être en état d'ébriété, d'avoir déjà planifié quelque chose, que ce soit un raccompagnement, que ce soit un conducteur désigné. Il faut prévoir et si malheureusement on ne peut le prévoir, il faut rester sur place. On va parler d'un troisième cas d'état d'ébriété. Bon, c'est sûr qu'on sait quand il y a un véhicule d'impliqué, c'est une chose. On sait que c'est interdit de conduire un véhicule quand on a les facultés affaiblies ou encore d'être simplement à l'intérieur d'un véhicule quand on a consommé de l'alcool, quand on a trop consommé de l'alcool. Si on se retrouve sur la voie publique, on sort d'un bar, on marche à l'extérieur, on est en état d'ébriété, à quel moment on peut enfreindre la loi simplement de circuler dans la rue et qu'on est en état d'ébriété? C'est une autre accusation que criminelle. On va parler à ce moment-là d'être ivre sur la voie publique. Si on dérange, si on a un comportement à l'effet qu'on a de la misère à supporter nous-mêmes, à ce moment-là, on est dans une catégorie où on trouble la paix. Ça devient criminel. Il y a une infraction au code criminel qui parle de troubler la paix et dans les alinéas, c'est à ce moment-là d'être ivre sur la voie publique qui est aussi effectivement une accusation criminelle prévue au code criminel avec des conséquences. Ça ne sera pas de perte de permis de conduire, bien évidemment, ça ne concerne pas la voiture, mais ça pourrait avoir comme conséquence un casier judiciaire
et une amende à ce moment-là. Et ça envoie pas ça un message contraire. On essaie d'inciter les gens à ne pas conduire en état d'ébriété, à prendre des moyens autres. Il y a des gens qui vont décider justement de ne pas être derrière le volant, de marcher jusqu'à la maison. Ça envoie pas un message contraire, ça, de dire non, finalement, vous n'avez pas le droit non plus de marcher en état d'ébriété. Ça peut envoyer un message, mais à tout le moins, il faut quand même, là, lorsqu'on est ivre ou qu'on prend, il faut consommer modérément. Ouais. Si on abuse trop, bien, il y a des conséquences. Et si on dérange, on trouble la paix, bien, il y a des conséquences également. Et les policiers vont être justifiés d'intervenir parce que on ne sait pas qu'est-ce que cette personne-là pourrait faire. Alors, on veut éviter... Prévenir, effectivement, éviter les conséquences. C'est ça, c'est aussi une question de bon jugement, de bon sens aussi. Un individu qui est en état d'ébriété, qui dérange, qui brise la paix, c'est à ce moment-là que les policiers vont intervenir et non la personne qui fait son chemin tranquillement jusqu'à la maison pour éviter de conduire. Là. Il y a toute une question de bon jugement. Vous avez raison. Dans tous les cas, il y a des défenses qui sont possibles, bien entendu. Vous êtes là pour ça. Il y a des règles de base. Vous avez dit tantôt, si on revient à la conduite en état d'ébriété, de ne pas de refuser de souffler. On est toujours mieux de le faire, souffler dans l'ivresse-mètre et après ça, de voir avec une défense possible comment on peut justifier tout ça. Au moins, on a une seule accusation et non pas plus qu'une. Dans tous les cas, on peut vous contacter, c'est sûr, puis voir après ça, c'est quoi les options qui sont possibles et qui s'ouvrent à nous. C'est ça. De contacter un avocat, c'est toujours important, d'avoir une opinion juridique avant de prendre des décisions qui pourraient avoir de graves conséquences. On sait que ça cause un casier judiciaire et ça reste là, le restant d'une vie, à moins d'obtenir un pardon. Les obtentions de pardon sont de plus en plus difficiles, alors de communiquer avec un avocat en cas d'arrestation et de garder le silence. Ah, tout à fait. Les conséquences sont lourdes quand on a un dossier judiciaire comme ça, parfois pour une erreur de conduite. Merci infiniment, Maître Couture, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était bien intéressant. Au plaisir de vous accueillir de nouveau dans nos studios. Merci à vous deux. Merci. Alors, on s'arrête pour une courte pause. On vous revient tout de suite après avec d'autres dossiers de disparition et de recherche partout à travers le Québec.